Comment est-ce qu'un pays qui semble tout à fait stable peut basculer dans un chaos total en seulement quelques jours? Eh bien, au Népal, il a fallu moins de 24 heures pour que tout l'appareil d'État soit littéralement anéanti. Allez, on regarde ensemble comment tout a pu déraper aussi vite. Au départ, tout semble partir d'une simple interdiction des réseaux sociaux. Mais ce slogan, il dit tout. Pour les manifestants, le message était limpide. Le vrai problème, ce n'est pas TikTok ou Facebook, c'est la corruption. Cette interdiction, ça a juste été l'étincelle dans une poudrière qui n'attendait que ça. Et le résultat, franchement, c'est stupéfiant. En moins d'une seule journée, tout l'établissement politique n'a pas été simplement renversé. Non, il a été éradiqué. La vitesse de l'effondrement est juste hallucinante. On ne parle pas d'une simple crise politique. Là, on parle de la destruction physique des symboles du pouvoir. Le Parlement, la Cour suprême, tout part en fumée. Et pendant ce temps, les représentants de ce pouvoir sont pourchassés. Le chaos est absolu. La colère de la population était vraiment viscérale. Des scènes comme celle-ci, où les plus hauts personnages de l'État sont humiliés publiquement, ça montre bien que la rage avait dépassé le point de non-retour. Là, on n'est plus dans la manifestation, on est dans la vengeance, une demande de compte immédiate et brutale. Et puis, il y a ce chiffre, 19. C'est le premier bilan des morts parmi les manifestants tués lors de la répression. Ça peut sembler peu, 19, mais ça a été suffisant pour transformer une colère qui grondait en une fureur totale, une fureur révolutionnaire. Bon, mais comment on en est arrivé là? Parce que l'interdiction des réseaux sociaux, on l'a bien compris, ce n'était pas la vraie raison. Non, c'était juste l'allumette. L'allumette qui a mis le feu à des années et des années de frustration sociale et économique. Au cœur de toute cette frustration, il y a un chiffre clé, 21%. C'est le taux de chômage chez les jeunes. Il faut s'imaginer, un jeune sur 5 qui n'a pas de boulot. C'était ça, le véritable carburant de la révolte. Le sentiment d'être une génération sacrifiée, sans aucun avenir dans son propre pays. Et ce chiffre-là, il montre bien l'ampleur du désespoir. Chaque jour, je répète, chaque jour, 1700 jeunes Népalais font leurs valises et quittent le pays pour trouver du travail ailleurs. Le pays se vidait, littéralement, de sa propre jeunesse. Et voilà l'ironie la plus tragique de toute l'histoire. L'argent que ces jeunes envoient depuis l'étranger représente plus d'un quart de tout le PIB du pays. C'est fou, non? L'économie du Népal dépendait de l'exode de ceux-là même qu'elle n'arrivait pas à faire vivre. Un système totalement à bout de souffle. Et pendant que la jeunesse galérait, une tendance est devenue virale sur TikTok et a tout fait exploser. Les Nepo Kids. Ces vidéos montraient le style de vie ultra luxueux des enfants de l'élite, financés, selon la rumeur, par la corruption. Ce contraste entre leur richesse insolente et la misère du quotidien est devenu tout simplement insupportable. C'est dans ce contexte ultra tendu que le gouvernement a pris ce qui restera comme une décision fatale. L'interdiction des réseaux sociaux n'a pas du tout été vue comme une simple mesure de régulation, mais bien comme une déclaration de guerre. D'un côté, on a le discours officiel, qui parle de souveraineté, de lutte contre les fake news, et de l'autre, la perception générale, une censure pure et simple. Pour une génération qui utilisait justement ces plateformes pour dénoncer les abus, l'intention du gouvernement était claire comme de l'eau de roche. Il fallait leur couper le micro. Et attention, ce n'était pas une petite régulation. Le gouvernement voulait un contrôle absolu. Le pouvoir de tout voir, de tout lire, de supprimer n'importe quel poste, de bannir n'importe quel utilisateur en un claquement de doigts. C'était une tentative de prise de contrôle totale de l'espace public numérique. Face à ça, la rue a évidemment réagi. Mais c'est la réponse de l'État qui a fait déraper la situation, transformant des manifestations pacifiques en une révolte d'une violence absolument inouïe. L'enchaînement est aussi clair que tragique. C'est la violence de l'État qui a été le catalyseur. D'abord pacifique, la protestation est accueillie par la force. Cette force entraîne une réponse violente. Chaque acte de répression a simplement jeté de l'huile sur le feu, jusqu'à ce que l'incendie devienne incontrôlable et que la seule issue soit la chute du régime. Et cette brutalité, elle a atteint des sommets. Tirés à balles réelles sur des lycéens, sur des ambulances. Ces actes ont pulvérisé ce qui restait de légitimité au gouvernement. À ce moment-là, pour beaucoup de gens, le dialogue n'était tout simplement plus une option. Le gouvernement est tombé, victoire. Mais que se passe-t-il le jour d'après? Très souvent, la victoire d'une révolution ouvre sur une période de très grande incertitude. Le point crucial ici, c'est le vide. Un vide de pouvoir, bien sûr, mais aussi un vide logistique. Quand on brûle des archives, des serveurs de données, c'est toute la mémoire administrative d'un pays qui part en fumée. Et ça crée un chaos qui risque de durer bien plus longtemps que les incendies eux-mêmes. Alors, est-ce que cette histoire népalaise est un cas isolé? Eh bien, pas vraiment non.
Ce qui s'est passé à Katmandou, ça fait écho à une frustration de la jeunesse qu'on entend gronder un peu partout dans le monde. En fait, cette angoisse économique des jeunes, elle n'a pas de frontières. Que l'on soit à Katmandou, à Paris ou à Santiago, ces chiffres de chômage élevés créent partout le même sentiment. Celui d'appartenir à une génération laissée sur le bord de la route. Les déclencheurs peuvent être différents. Une augmentation du prix du ticket de métro au Chili, une interdiction des réseaux sociaux au Népal, mais la cause profonde, elle, est souvent la même. C'est le sentiment que les promesses d'un avenir meilleur ne sont plus valables. Le sentiment que, finalement, le jeu est truqué. Le Népal nous a donné une réponse rapide et brutale. Mais cette question, elle reste posée pour le reste du monde. C'est la question que cette génération pose à ses dirigeants.